Et bim, ça commence. Bonsoir les gens. Merci d'être avec nous, en tout cas ceux qui sont là. Et ceux qui ne sont pas là et qui regardent ça en rediffusion, merci de regarder aussi en diffusion. Pourquoi pas, hein. Alors, on est bien d'accord, c'est un exercice. Il faut quand même que je vous rappelle un petit peu le truc. L'idée, c'est que donc je suis l'auteur d'un jeu de rôle de science-fiction qui s'appelait Tigre Volant, qui maintenant s'appelle Erdorine 2300. Sauf que faut que je l'écrive ce jeu. Donc je pars de Tigre Volant 3e édition, qui est un jeu qui a été publié il y a 20 ans, donc écrit à peu près à la même période. Et je suis en train de réécrire des bouts pour le remettre dans un format peut-être plus... Alors sinon au goût du jour, du moins dans un format qui moi me paraît plus compatible avec ce qu'on fait maintenant en 2025 au niveau jeu de rôle. Enfin je vous dis en 2025, mais si ça se trouve quand il va sortir ça sera déjà 2030, mais c'est pas grave. Pardon, ça sera en tout cas déjà plus au jour que ce que je faisais avant. Voilà, donc c'est un petit peu l'idée du truc. On a déjà des gens qui sont là. On a Axel qui est là. Salut Axel, merci d'être venu. Victor Dupire, suite au live de la semaine dernière, j'ai fait un peu d'archéologie et bingo, il semble bien avoir une copie de Fils des Étoiles. Oui, le scénario garde-meuble, tout à fait. Il y a deux scénarios. Il y a le scénario garde-meuble, et il y a un autre scénario où c'est des Eldar qui doivent aller récupérer une gamine qui a été enlevée par son père biologique, qui est un vieux mec, un vieux mafieux sur la Copacabana. Oui, tout à fait. Tout à fait, Victor. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, soudainement, le social media stream bidule n'apparaît pas dans le truc. Là, alors que tout à l'heure, quand je postais des trucs en scred, ça popait, mais là, maintenant, du coup, vous me balancez vos commentaires, et je ne vois rien qui pop. Donc, je suis un petit peu... Select Live Source, Activate Selected, boum, normalement, ça devrait marcher. Enfin, bref, voilà. Je sais pas. La famille, tout à fait. Le scénario s'appelait La famille, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'était tout à fait ça. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je pose la question parce que la dernière fois que j'ai essayé d'utiliser le micro, il est arrivé des choses bizarres. J'ai mon interlocutrice qui m'entendait parler comme un canard. Non pas comme un connard, aussi probablement comme un connard, mais ça elle l'a pas dit, c'était surtout comme un canard. Donc j'espère que le son est correct. Alors à part le fait que je dois avoir assez littéralement un chat dans la gorge parce que je soupçonne que j'ai des allergies aux poils de chat, et comme j'ai quand même la bagatelle de 3 chats à la maison, du coup ça fait des choses parfois un petit peu débiles. En parlant d'ailleurs de un petit peu débile, oui, c'est effectivement un petit peu débile d'avoir des chats et d'être quand on est allergique aux poils de chat. Mais d'une part, c'est des chats, donc c'est mignon, et d'autre part, on est moins allergique en fait. Plus ça avance, moins. Peut-être que non, c'est bien ça. C'était bien cette caméra-là. Moins on est allergique à ses propres chats. C'est un petit peu bizarre, mais voilà. Voilà, j'espère que personne ne m'écoutait au casque. Sinon, mes condoléances. Ouais, Axel, donc tu disais mémoire migraine. Écoute, je suis navré pour toi. J'espère que ça va pas trop faire mal. Puis allergique aussi, ça n'a jamais arrêté. Je suis moins allergique que toi. Et c'est vrai que moi j'ai un petit peu il y a un récent strip de Boulet qui est assez rigolo, où il sort, qui est assez rigolo quand on le regarde, mais je pense qu'à vivre c'est beaucoup moins drôle, où il sort de chez le docteur avec une sciatique, on lui dit faut pas bouger, et puis soudainement il y a un pollen qui arrive et il éternue, et il passe le reste de la journée en position fétale avec des larmes plein les yeux. Voilà. J'ai connu ça. C'est toujours un petit peu rigolo quand t'as une bonne grosse hernie discale et puis que tu te chopes une crise d'éternuement. C'est extrêmement lol. Voilà, alors j'espère que ça va bien pour vous. J'espère que ta migraine va pas trop t'embêter, Axel. Et puis donc on va continuer un petit peu sur la réécriture. Alors donc comme tu n'es, je sais pas, Axel, si tu as vu la rediffusion du live de la semaine passée, mais je me suis remis sur le fichier de l'historique.
en essayant de mettre ça un peu plus, enfin d'avoir de pousser encore plus vers une version finie. Salut Alicia, bienvenue à toi. Ah, je me disais bien que s'il y en avait une qui serait là, la deuxième allait probablement pas tarder à arriver. Généralement, vous faites un petit peu tir groupé les deux. Alors, touk. On va transitionner à matifier sur le fichier et écriture. Voilà. Alors, du coup, je passe. Là, ça va être rigolo parce que du coup, j'ai pas. Ce qui est assez embêtant. Pourquoi il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi là le Social Stream Ninja, il ne me fait pas ce qu'il devrait faire, à savoir. Non, il devrait être en play. Alors, je m'excuse, je suis en train de regarder un petit peu un truc sur le... Inspecter. Qu'est-ce qu'il me dit, là? Ouais, non, il me dit rien du tout, hein. Puis ce qui est assez amusant, c'est qu'il me donne pas du tout on dirait qu'il y a rien du tout au niveau réglage, ce qui est assez agaçant. Voilà. Oui, donc c'est là, je suis en train de râler un petit peu parce que soudainement l'outil qui me permet d'avoir les commentaires à l'écran, eh ben, il a l'air de pas avoir envie de fonctionner. Et je sais pas vraiment pourquoi. En chat, propriété, normalement, oui, c'est là. Tac. Rafraîchir le cache de cette page, peut-être, on verra ça. Bref, on est un peu la percolée l'une à l'autre. Oui, bah oui, hein, je veux dire, après tout. Après, je sais aussi que Alicia a pas forcément les horaires les plus pratiques qui soient pour le stream, donc elle est pas toujours non plus dispo. Elle est probablement moins dispo que tu ne l'es. Voilà. Bon, alors, touk. Donc, pour ceux qui avaient, plutôt pour celles qui avaient raté le truc avant, donc l'idée c'est vraiment de repartir sur des chapitres qui sont vraiment super concis au niveau des différents événements historiques. De virer un maximum de trucs, vraiment de garder le résumé, un petit peu ce qu'on trouverait dans un livre d'histoire pour écoliers. Et puis de rajouter les c'est plus compliqué que ça pour justement aller plus loin dans les détails de ce qui s'est passé historiquement. Donc là, j'avais déjà retravaillé jusqu'à les Terriens, jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. Et là, je sais même pas en fait si ce paragraphe-là pourrait pas être c'est plus compliqué que ça. On verra. C'est pas non plus super important là. Touk. Donc j'ai déjà commencé un petit peu à réécrire cette partie-là, en tout cas, voilà, pour donner un petit peu, donc la période 150-1980 est émaillée par une multitude de conflits locaux en Asie, en Afrique, bloc soviétique américain, État marionnette, situation internationale ne cesse de se tendre pendant près de 30 ans, au niveau du Kepmes, seule la République populaire eldarine reste informé de ce qui se passe par de ses nombreux contacts sur place et s'inquiète. Quelques clans s'impliquent dans les affaires terriennes, procèdent au déplacement de population. L'initiative est très mal perçue par le Kepmes. D'ailleurs, ça pourrait être dans les c'est plus compliqué que ça. Tiens, typiquement, ça, cette partie-là. Et ça aussi d'ailleurs. C'est plus compliqué que ça, boum. Tac, et on met ça en belette, en liste à puce, voilà, boum. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Non, t'es allé beaucoup trop loin, désolé, j'ai dû cliquer sur un mauvais bouton. Du coup, faut quand même rajouter un petit calcul dans les darines, s'implique dans les ennemis. Hop.
Voilà, ça paraît bien. Ici, dans le c'est plus compliqué que ça. Après, comme je mentionnais, ça va probablement être assez sportif de retranscrire ça dans un format mise en page. Moi, comme je fais la mise en page, en fait, j'ai vraiment niveau professionnel, c'est quand même vraiment le truc que j'ai toujours à l'esprit. Et c'est en fait assez marrant. Attendez, je vais juste faire un petit truc avec la caméra. Activer le tracking. Oui, tu vas me le remonter un peu quand même. Voilà. Appliquer le tracking du visage, ça m'amuse toujours. Ça fait un peu gadget, mais ça m'amuse. Oui, ça c'est un truc en fait, on se rend pas forcément compte quand on écrit des trucs, des manuscrits sur Word. C'est qu'ensuite il vient le moment de la mise en page et des fois des trucs qui font parfaitement sens au niveau Word n'en font plus du tout au niveau mise en page. Un exemple que j'ai souvent ou que j'avais souvent avec les collègues, c'est que j'avais des publications qui arrivaient sur mon bureau où j'avais soudainement un paragraphe de texte, on va dire de 5 lignes et un encadré derrière qui faisait l'équivalent de 2 pages. Et ça, à mettre en page, c'est juste l'enfer, en fait. Parce que si tu as, en plus, si t'as un format magazine, tu peux tricher, tu peux scinder, tu peux faire des trucs. Mais si t'as un format bouquin, déjà, mettre des encadrés dans les bouquins, c'est un petit peu bas de forme, mais enfin bon, tu peux t'arranger. Mais c'est un petit peu le truc que j'avais lu une fois un bouquin que je ne recommande pas parce que ça a été écrit par un proto-fasciste, donc c'est pas non plus la grosse référence. Et à un moment donné, dans le texte, il y a une note de bas de page qui court sur 6 pages. Je ne déconne pas. Il y a 2 lignes de texte en haut et sur 6 pages, il y a la note de bas de page qui court sur le reste du truc. C'est absolument ahurissant. Ça limite, maintenant tu vois ça, tu te dis ok, c'est une blague, c'est un troll quoi, le gars l'a fait exprès. Mais non, à l'époque, c'était le gars, je pense il s'était même pas rendu compte de ça quoi. Pour lui, c'était parfaitement normal. Et je pense que à l'époque, il savait pas le programme de mise en page, le gars qui a dû faire le truc au marbre, il a dû se tirer une balle, je pense. C'était assez terrible. Mais ouais, ce genre de truc, typiquement aussi, tu te rends compte, tu commences à placer des trucs, et puis tu mets des sous-titres, et puis tu mets des références à des images, tu mets des tableaux, tu mets des encadrés. Et pour finir, tu t'aperçois que tu vas devoir, dans ta double page, caser 12 éléments graphiques. Et c'est juste pas possible, en fait. Enfin, si, c'est possible, mais graphiquement parlant, ça va donner un résultat juste ignoble. Et même moi qui pourtant connais le truc, quand j'avais fait Tigre Volant 3e édition, parce que j'ai fait la mise en page bien évidemment en plus d'avoir écrit le texte, je me suis fait avoir par ce genre de truc. Je me suis aperçu qu'il y avait des trucs qui collaient juste pas au niveau mise en page ou qui étaient absolument impanables d'un point de vue graphique. Alors j'avais l'avantage que comme c'est moi qui écrivais le texte, j'avais pas besoin de me poser trop de questions sur les modifications que je pouvais faire. Mais des fois quand tu te retrouves avec un texte qui a été écrit par des personnes et des fois des personnes qui sont en Éthiopie, en Indonésie, en Allemagne, là c'est déjà un peu plus compliqué pour leur remettre la main dessus, leur dire dites au fait votre manuscrit là ça va pas. Puis en général ils disent non d'ailleurs, hein. C'est des Air Doctor Professor avec 14 doctorats. Non. Voilà, du coup ça c'est une question qu'il faudra que je me pose. Je pense que c'est quelque chose qui va se régler en réécrivant une partie des c'est plus compliqué que ça, enfin de façon à avoir un truc un peu plus équilibré. L'idée aussi c'est de pas avoir, attendez, je vérifie juste que je vois qu'il y a du monde sur à première vue, il y a du monde sur Twitch, mais en fait non. En fait, il y a pas de commentaires, j'entends, je vérifie juste le truc. Mais oui, c'est probablement l'ami Imaginos qui doit être soit sur Twitch, soit sur Peertube. Dans tous les cas, bienvenue à toi aussi, parce que je sais que c'est un habitué du lurking, lui. Il est tapis dans les ombres. Hein. Il a réussi son jet de discrétion, ce qui est très très rare chez les rôlistes. Hein, je ne vous le cacherai pas. Alors. Du coup, on en est à la 3e guerre mondiale. Donc, 1989, la Chine envahit la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, rase littéralement le Japon, puis Hawaï, et enfin
Et enfin les côtes, et puis attaque Hawaï, parce que parasé Hawaï, attaque Hawaï, et enfin les côtes californiennes, au même moment les armées de l'Union soviétique débarquent en Alaska, commencent à descendre vers le Canada, attaquer sur son sol l'Amérique est en pleine panique, et quand elle semble se remettre en ordre de marche, le pacte de Varsovie attaque l'Allemagne de l'Ouest en 1990. Youpi, profitant de ce que les chiens occidentaux corrompus sont occupés à se baffer parmi les islamistes iraniens lancent le djihad de l'Afrique à l'Asie, les régimes pro-occidentaux tombent les uns après les autres. En 1991, c'est au tour de l'Inde, de graves incidents de frontières forcent le pays à rentrer en conflit avec la Chine. Début 1992, la Chine envahit son allié soviétique, faut quand même que je le précise. Bon, après, si on regarde bien, il n'y a pas beaucoup d'alliés à ce stade-là. Prend Moscou en moins de 3 jours. Les troupes soviétiques sur le continent nord-américain se rangent aux côtés des États-Unis. Alors les troupes de l'URSS, éviter les répétitions, sur le continent, ça range les hop, dissensions apparaissent, et un second commandement soviétique se crée à Minsk. C'est encore un alors, on va faire un truc comme ça, des dissensions apparaissent, certaines unités du pacte de Varsovie commencent à se battre entre elles, et un nouveau commandement, hop, j'ai pas oublié qu'il y avait un, et un second commandement se crée à Minsk. Voilà, je pense que du coup c'est assez évident dans le contexte que le second commandement est aussi soviétique. Voilà. Pendant l'été 1991, le front européen suivi des harcèlements bactériochimiques puis quelques tirs nucléaires tactiques. Alors j'avais marqué quelques discrets tirs nucléaires tactiques. Mais on est d'accord qu'il y a absolument rien de discret dans un tir nucléaire, quand même tactique. L'armée américaine arrête la production chinoise à Denver, aucune des batailles les plus sanglantes de l'histoire. Alors, l'armée américaine arrête la production chinoise à Denver, et à la fin de l'année, président discret, ouais, hein. Oui. Ça rappelle un petit peu, j'avais fait une chronique d'un album qui était aussi un concept album sur une apocalypse nucléaire, et puis j'avais dit oui machin, donc tout se termine par une overdose d'ogive nucléaire, et maintenant que j'y pense, en fait, une ogive nucléaire c'est déjà une overdose. Je sais bien que la dose fait le poison, mais là quand même ça c'est un petit peu abusé. Alors le président des USA lance une contre-offensive appuyée par une frappe nucléaire massive. Du coup, tout le monde se semble obligé de faire de même, et puis le 1500 impact nucléaire ravage l'hémisphère nord. Joyeux Noël. Voilà. Oui, chirurgical. Oui, bah, écoute, une amputation des 2 jambes, c'est aussi chirurgical. Je suis un petit peu énervé par cette histoire de social stream qui ne fonctionne pas. Copy link. On va revenir ici. Voilà. Ok. Parce que à part les obus d'Avis Croquette, oui, mais monsieur, voilà, je veux dire, à partir du moment où t'as un truc qui peut, je veux dire, en fait, c'est une question d'échelle. Parce que le plus gros projectile non nucléaire que tu peux utiliser, il va te raser un pâté de maison. Le plus petit projectile nucléaire que tu peux utiliser, il va te raser une ville, ou en tout cas un quartier. Il y a vraiment, plus probablement une ville, enfin en tout cas pour toute ville de moins de 100 000 habitants va probablement cesser d'exister. Donc la différence d'échelle de l'un à l'autre est telle que ça paraît pas ouais. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, attendez, parce que pendant ce temps, moi je suis toujours en train d'essayer de chercher comment régler cette saleté de Social Stream Ninja. 500 mètres de diamètre pour le Davy Crockett. Oui, mais ça, c'est la destruction totale, ou bien c'est parce que faut quand même en voir les effets de souffle, les effets d'incendie,
Il y a un site internet qui est extrêmement déprimant qui s'appelle Nuke Map, où tu peux choisir un coin sur Google Maps et puis regarder l'effet des bombes atomiques. Et même la plus petite qu'ils ont en réserve, qui est la tête nucléaire nord-coréenne, qui est plus petite que celle d'Hiroshima, ça, tu fais tomber ça sur Genève, il y a plus de Genève du tout. Rayon d'effet max. Ouais. Rayon d'effet max, mais qu'est-ce que t'entends par rayon d'effet max? Je suis pas très convaincu, hein. Puis je suis même pas certain que la Davy Crockett a réellement été testée, quoi. C'était des trucs assez théoriques. Touc. Je suis en train de me perdre dans mon truc, là. Touc. Donc là, normalement, est-ce que c'est activé, ça? Je suis en train de m'auto-perdre dans mon propre système. Je suis désolé, là, c'est un peu N'hésitez pas à poser des questions pendant ce temps, hein, ça m'occupe. Ok, normalement, c'est celui-là qui devrait être activé. C'est le RKB, voilà. Voilà. Et puis, du coup, mais elles se sont pas activées automatiquement. C'est vraiment bizarre. Tu iras chercher, elle a été construite en 1500 exemplaires déployés en Europe. C'est un obus, oui, mais tu as ça. En fait, c'est même carrément un truc que tu pouvais lancer à la main. T'avais une sorte de bazooka qui te permet de tirer le truc. Testé dans le cadre de l'opération Sunbeam, me dit Alicia. Ok, d'accord. Donc ça a vraiment été testé, cette bouse. Ah bah voilà, maintenant c'est bon, là je vois, le truc avait... Ça te claque des chars dans un rayon de 250 mètres et il y a tout le monde sur un petit kilomètre. Oui, bah, dans ce cas-là, ça signifie que tu dans un rayon d'un kilomètre, tu détruis la ville. Par contre, je vois que il y a un petit souci au niveau du... Tac... Voilà, et on va remonter ça comme ça, voilà, Wellé. Bien. Donc maintenant, je revois de nouveau les commentaires, c'est bien. Oui, c'est pas discret. Non, c'est clairement pas discret. Et je pense que, à part sur une mégalopole très étendue, tu fais claquer ça sur une ville, on peut admettre que la ville cesse d'exister, ou en tout cas est dans un gros dégât. Si tu fais claquer ça sur Paris, tu centres ça, mettons, sur Notre-Dame de Paris, dans un rayon d'1 kilomètre, t'es déjà limite à Montmartre. Peut-être un peu moins quand même, mais je pense que t'es déjà dans les grands boulevards en tout cas. Mais oui, le bottom line, c'est pas discret. Je crois qu'on va peut-être arriver à cette conclusion que, curieusement, c'est pas discret. Mais c'est assez terrible parce que c'est un sujet qui est fascinant et en plus, c'est à côté hyper morbide. Moi, je sais voilà. Personnellement, alors je dirais pas que j'ai arrêté parce que j'en lis encore, mais j'évite de lire des trucs post-apo parce que typiquement ça me déprime. C'est un truc où je me dis que je suis en train de me redire que ça a des chances d'arriver de mon vivant. C'est plus de l'escapisme, c'est limite de la préparation, quoi. 10 tonnes de TNT. Tiens, question, si tu peux jeter un œil, Alicia. L'explosion qu'il y a eu à Beyrouth il y a 4-5 ans, c'était l'équivalent de combien de tonnes de TNT? Parce que j'ai en mémoire l'explosion dans le port d'Halifax en 1916, qui a été l'équivalent quand même de 10 kilotonnes, je crois. Un truc comme ça. Et ça a bien rasé la ville, hein. C'était une des plus grosses, sinon la plus grosse explosion non nucléaire qui a eu lieu, de mémoire. Bon, je crois qu'il y a eu des tests militaires, qui ont été un peu plus oumfa que ça, mais,
Alors, les 20 années qui se sont placées sous le site du chaos, oui, une majuscule, ouais. Alors, ces uns sont en bien. Alors, là, il y a un... Toc. Bon, alors, premier truc. Déjà, tu vas me faire ça comme ça. Alors, c'est le gros point de divergence. 1,1 kilotonnes. Ah oui, quand même, hein. Merci Victor. C'est le plus gros point dans l'univers d'Erdorine. Un peu tout ce qui s'est passé dans notre monde entre, mettons, 1990 et 2020 n'a pas eu lieu, ou alors bien plus tard. Et probablement sous une autre forme. Genre Internet. Ça sera développé, je pense, par la suite. C'est peut-être même plutôt des choses qui vont aller dans les carnets de civilisation, mais je pense que pour moi, c'est un peu important de laisser ça là dans le truc, histoire de me rappeler qu'il faut que je fasse quelque chose avec ce truc. D'ailleurs, un autre, c'est plus compliqué que ça. Alors déjà, celui-là, je vais le mettre en niveau 4. On va le mettre en niveau 4, et c'est plus compliqué que ça, parce que là, sinon, on ne s'y retrouve plus. Tac. Hop. Là, c'est bon. Tac. Là, c'est bon. Hop, liste à puce, bim. C'est quoi le point de divergence de mon uchronie du coup? Alors, je ne l'ai pas... Alors, il y a un point de divergence dans l'Uchronie, c'est que fondamentalement, il n'y a pas eu d'elfes sur Terre il y a 12 000 ans, enfin il y a 15 000 ans. Voilà. Mais si on va par rapport à l'histoire du XXe siècle, c'est quelque chose qui va probablement se situer au niveau de la révolution chinoise, donc on va dire dans les années 30-40 en Chine. Par exemple, un truc auquel je pense, parce que c'est quelque chose qui a été fait dans une uchronie que je suis depuis très très longtemps, qui s'appelle 1940, la France continue. En fait, dans cette, comme son nom l'indique, en fait, ça dit qu'en 1940, autour du 15 juin, il y a un conseil des ministres à Tours. Pétain propose l'armistice et il est immédiatement arrêté pour haute trahison, et c'est De Gaulle qui décide en fait de continuer avec le soutien de Paul Reynaud, le président de l'époque, de transférer un maximum de choses en Algérie, en tout cas en Afrique du Nord, pour pouvoir continuer la guerre. Et ça change pas mal de trucs, et notamment un des effets papillons qu'il y a, alors je sais pas exactement comment ils l'ont expliqué dans le cadre de l'effet papillon, c'est que Mao Tse-tung se fait dégager dans les années 40, mais genre poum quoi, il y a plus Mao Tse-tung. Alors je pense quelque chose comme ça. Le fait que y ait un autre dirigeant chinois qui prenne la tête de la révolution chinoise. Alors effectivement, donc la Chine devient communiste au cours d'une guerre civile peut-être
plus calme, entendons-nous bien, c'est-à-dire que il y a une partie de négociation / corruption des élites de la Chine nationaliste qui font qu'en fait, typiquement Taïwan n'existe pas, Taïwan est assimilé dans la Chine très rapidement, il y a plus de nationalistes, mais ils intègrent avec des changements, il faut un communiste un peu plus raisonnable, notamment qui est pas de grands bonds en avant, qui est pas de révolution culturelle, ou en tout cas d'une façon très très atténuée, ce qui fait qu'en fait la Chine arrive en 1989 dans une position de force majeure, et soit une puissance qui, avec 50 ans d'avance, soit capable de rivaliser avec l'Union soviétique et les États-Unis. En gros, c'est ça. Si on veut poser un point de divergence, il serait à ce niveau-là. En tout cas, pour le XXe siècle, disons. Hop. Alors, touk. Mais je t'en prie. Alors, non, c'est plus compliqué que ça. C'est alors, un truc, c'est dans cette histoire, le comportement de la Chine est à peu près tout sauf rationnel. Personne n'est en mesure de donner des raisons sérieuses sur le pourquoi du truc, mais il existe une grande quantité de théories du complot, de conspiration. Une conspiration, par exemple, le Bodarsiansk, un complot du Kepnes, ou voilà. Et là, j'imagine déjà Axel et Alicia en train de ricaner. On va essayer d'agrandir un peu le texte. Voilà. Alors, alors, en Europe, la plupart des grandes infrastructures ont été détruites. Londres, Strasbourg, un peu, Hambourg, Istanbul, Naples sont rasés. De nouveaux États se créent et disparaissent en quelques semaines. Au gré des pulsions autonomistes et des alias divers, vendus réactifs, armées, pillards et autres joyeusetés, France, Grande-Bretagne et Allemagne Allemagne et Italie se désagrègent rapidement. Il faut dans une époque là, ça existe un peu. L'unification de la Scandinavie, puis on réfléchit à
Suivi par l'Europe de l'Ouest. Pareil qu'on présente ton avocat. Oui, tu ferais bien. Et ton garde du corps, enfin tes gardes du corps, enfin ton armée de garde du corps. L'Église devient une force sociopolitique majeure, se révélant souvent la seule puissance pour faire face au chaos ambiant. En fait, on va le faire dans l'autre sens. C'est plus logique. Hop. Alors, même de faire face au chaos ambiant. Alors. Alors, les États-Unis protégés par un bouclier antimissile s'en tirent mieux que prévu, à part les 3 ans de guerre majeure sur territoire. Pop. Ça mérite une incise. Ensuite, entre la politique brutale de Tim White et de ses successeurs, la porina... Oui, ce problème, c'est que là, Tim White, en fait, c'est de la première fois que son nom pop, quoi. Donc, c'est un peu... Du coup, c'est un petit peu... Alors, il n'existe une grande entité. Tiens, ça, c'est marrant. Tac. Alors, tac. Enfin... Paranoïa anticommuniste et séquelles de hier, la situation au monde. Alors, là encore, on a Tim White qui n'est pas mentionné nulle part. Alors après, c'est peut-être aussi un C plus compliqué que ça. J'hésitais à le mettre, mais c'est peut-être pas forcément un truc qui est idiot. On reste dans le genre pas rationnel. Le président américain, Tim White. Et aujourd'hui est plutôt plein. Hop. C'est Tim White. Très décrié pour son
Oula. Je considère encore comme le héros qui sauva les USA. Tac, tac, tac. Là, on était revenu en Amérique de la rue. De la guerre en Flower. Ah. Les fleurs. On n'est plus qu'un grand miroir. Voilà. Regardez un petit peu où ça en est. Toujours 5 spectateurs sur YouTube, 1 sur Peertube, 2 sur Twitch. Donc tranquille, hein, tranquille. Alors. Donc là, vous voyez quand même que le travail de réécriture, c'est quand même encore beaucoup de trucs qui dégagent. Hein. C'est vraiment l'idée de faire quelque chose de très synthétique à la base. Tiens, c'est marrant ça. On est sur liste à puce. Oui, tiens, il y avait un truc là. Ok. Alors. Nettoyage de printemps, en somme. Oui, enfin, c'est... Ouais. Début septembre. C'est moyen. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui, de temps en temps? Je sais pas pourquoi, de temps en temps, j'ai le texte qui zoome et qui dézoome pour des raisons un petit peu idiotes. Alors, toc, on en retrouve un peu partout. Les usines chinoises. Oui,
Oui, je dis de leurs alliés parce que notamment Thiast dans son supplément Ringstadt avait créé l'idée des Train People, qui était en fait le train blindé, un train blindé coréen, nord-coréen, autour duquel s'était aggloméré tout un tas de wagons et de motrices et de machins, et qui avait grosso modo traversé tout le transsibérien pour arriver à Ringstadt, en s'agglomérant. Il y a toujours un printemps quelque part, oui. Voilà, après l'hiver nucléaire, c'est le printemps nucléaire d'une certaine façon. Donc je trouvais l'idée assez rigolote. Comme souvent, les idées de Mathias Mathias a des idées qui sont souvent particulièrement starbées, mais très rigolotes. Alors, la République 7 ans du Maroc ou Pakistan. Avec un régime sur la base d'un islam pur et dur, commence bien vite à se chamailler sur des détails techniques. Un public temps et tac. Sur peu de temps après, parfois. Tac, tac, tac. Ça, on dégage. Boum. Comment ça? Hop, touc. Alors là, c'est vraiment du style parce que la phrase était obtenir, poum. Alors, tu cherches un groupe de métal avec une chanteuse à voix growleuse. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Ark Enemy. Mais c'est pas le seul. Il y a Kasokta, un groupe de death progressif de Genève, qui d'ailleurs va faire une release party dans un mois et demi, quelque chose comme ça. Et donc, il y a un nouvel album qui sort prochainement.
Qu'est-ce que je pourrais te donner encore comme idée? Ad Infinitum, là, donc, que j'ai chroniqué assez récemment. Alors, pas tout le temps, mais de temps en temps, où Mélissa Bonny fait aussi de la voix saturée. Il y en a quand même un certain nombre hein, alors Silhouette, non Silhouette, groupe de black metal français, c'est la chanteuse fait voix claire et il y a un chanteur qui fait voix saturée. Bon, alors là c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Il y en a probablement une blinde d'autres, mais là comme ça ils me viennent pas à l'esprit. Alors, oui, alors, je te mettrai ça, hop, sur Enemy, Ad Infinitum, qu'est-ce que j'avais dit d'autre hein? Ah oui, Kasokta. Si je me souviens bien, ça s'écrit comme ça. Il y aura aussi de l'Abimnello, mais ils font chier, ils ont pas sorti encore leur album, donc bon. Alors, Touk. Aux États-Unis du Nord, les idées sécessionnistes se réveillent et une sombre histoire de privatisation provoque la seconde guerre de sécession qui oppose la plupart des États du Sud au reste de l'Union. Ça, on s'en fiche, c'est un petit peu le... Alors, suivant qui en parle, c'est une défaite rapide et cinglante ou un retrait pacifique. À la vérité, le gouvernement fédéral se préfère se débarrasser des branches pourries. S'ensuit l'indépendance de la Fédération pétrolière américaine. On va pas mettre ce qu'on va mettre, parce que je crois pas qu'on le réutilise. C'est somme toute un divorce à l'amiable, avec la fondation de la fin. Peu de temps après, la République socialiste américaine rejoint les US, la République du Texas. Quitte alors Fédération. Putain. Hop. Voilà, comme ça fait un paragraphe. Et ça, on peut en faire un super compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Boum. Théorie, on devra mettre ça avec une majuscule. Après, la manière dont les trucs, les majuscules sont des fois c'est assez taquin. Alors, chose rigolote, j'ai un bouquin de référence, je suis même pas sûr que je l'ai là, en fait, j'ai dû le laisser au boulot. J'ai un bouquin de référence qui parle des règles de typographie, et par exemple, Seconde Guerre mondiale, on devrait écrire avec un S majuscule, un G majuscule, mais un M minuscule. Je sais pas exactement pourquoi. Et puis d'après ce que j'ai cru comprendre, ça c'est les règles de typographie suisse, les règles de typographie française parfois sont différentes. C'est toujours assez rigolo. On a du monde sur Twitch, dites donc. Il y a 4 personnes sur Twitch, je suis un petit peu genre waouh. Alors oui, alors par contre il m'a mis en musique, là c'est un peu con. Bruti, va-t'en.
Bon, c'est pas grave, hein, c'est un peu stupide. Le français est compliqué. Ah oui, oui, non, mais le français est compliqué et le suisse est taquin, donc... tac tac. D'ailleurs, Troisième Guerre mondiale, normalement, là, je devrais mettre un G majuscule. Je sais plus, faut que je regarde. Mais l'idéal, c'est principalement que tout soit écrit de la même manière partout. Pop. Alors, en 2053, 2 générations après la Seconde Guerre mondiale, la Terre a presque récupéré de cette dernière. La technologie se développe, l'économie a repris, et les gens dans la rue commencent à penser à autre chose qu'à la pure survie. Qui plus est, les survivants du dernier conflit mondial commencent à se faire rares. C'était donc trop beau pour durer. Alors, toc. Alors, toc. Oui. L'ami Gabi qui arrive. Le 23 avril, alors ce qui semble être un tir accidentel de Vimis. Encore, ça c'est vraiment un truc de style, dans un coup d'état. Ah bah au même moment, la Confédération asiatique, un instigateur du coup, n'abat pas la Confédération, mais le gouvernement. Si on veut vraiment être précis. Sénateur du coup, un obscur gouverneur supérieur oriental du nom de Gabriel Faure prend le pouvoir et annonce la fondation de la Fédération des Hautes-Terres. Alors, touc. Voilà. Touc. Il y avait aussi un autre truc que je voulais dire. N'était pas tout seul. Alors, je me souviens plus comment il avait appelé ça. Je crois qu'il avait appelé ça le Club des 5. Prend le pouvoir. Club des 5, mais assez rapidement. Les autres se sont effacés. C'est plus tard. Encore que à cette époque-là, il est possible que Fright soit dans son entourage, mais il fait pas partie du Club des 5. Se sont effacés. Tac. Pas encore si je vais garder ça, parce que ça, c'est aussi des choses... Tout ça, la dernière phrase, honnêtement...
Il semble qu'il arrive plus tard. Club des 7, tu as la référence parce que c'est non le cercle intérieur. C'est un petit peu différent. C'est probablement sur la TVpedia, mais j'en suis pas 100% sûr. Il faudrait que j'aille vérifier. Club des 5 est oui, bah c'est très probablement une référence. Mais t'as raison, je sais plus maintenant si c'était 5 ou 7. Je vais voir si j'arrive à retrouver ça sur TVpedia. Pop. Non, ce serait bien si j'arrivais pas à faire des... Alors, boum 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 boum. C'est le club des 5. Catégorie le club des 5 qui bien évidemment redirige sur un truc qui n'a... Voilà. Bon, pour ceux que ça intéresse, il y a une page TVpedia sur le club des 5. Alors, où je suis là? Allô la Terre, c'est bon. Dans le scénario de la BD, ils étaient 7, ça a pu changer. Alors ça, c'est différent. Tu confonds deux trucs, en fait. Le club des 5, c'est vraiment les personnes qui ont fondé la Fédération des Hautes-Terres. Et là, on parle le cercle intérieur, ce qu'on appelle le premier cercle, c'est les proches conseillers de Gabriel Faure. Et en fait, je sais plus, je sais plus les détails. Parce que ça, c'est tous des trucs que Thias a écrit, pas moi. Donc je sais pas trop s'il a touk. Il y a Tariq Parwais qui était plutôt dans la génétique. Il est assassiné. Ouais, donc Verghese, c'est celui qui aurait dû voilà, qui en théorie aurait dû devenir président. Akuti Sam. Ouais, 13e fille du grand explorateur, enfin. Ouais, il y a vraiment plein de trucs. Je veux dire, Thias a développé un lore absolument énorme autour de l'Asie après Troisième Guerre mondiale. C'est assez fou. Alors. Touk. Pendant que la Fédération avance, le reste de la planète recule. Oui, ok. Frappé de super par l'attaque, accident le 23 avril, Nation se regarde avec méfiance, le CS montre vite les limites face à une crise globale. Les États d'Europe se fondent dans une confédération européenne. Les ONU commencent seulement lorsque la Fédération des Hautes-Terres se rend maître du califat. Un an plus tard, l'Australie annonce son rattachement par voie de référendum à la nouvelle. Ah oui, ça c'est un truc c'était un bout d'une phrase qui a été effacé, mais j'avais oublié celle-là. Tac, un indépendantiste détruit Alexandrie et sert d'excuse pour une attaque depuis. Alors c'est pas se remettre, c'est conquérir le califat. Je pense que c'est vraiment important de marquer que le califat, il est pas tombé tout seul. Enfin, il y a eu des trucs, mais pouk. C'est plus comment. Touk. Alors.
Ok. Si là. Non. Il faut bien un truc devant. Si la Fédération de Terre a mené une grande partie de ses conquêtes à la force de la bataille, à la force des baïonnettes. Oh. Elle a également su jouer corruption à pouvoir du retournement théologique d'un certain nombre d'États. C'est écrit comme ça, d'accord. Alors. Pas à peine de dire 3 fois que c'est secret quand même. C'est peut-être 3 fois plus secret, c'est triple secret, mais là je pense que ça suffit quand même de le dire comme ça. Hop, ça passe en ça, bim bam boum. Alors... Hein? Voilà. Alors...
touk. Voilà. Bon, alors voilà, donc là, partie Troisième Guerre mondiale, c'est fini. C'est quand même un gros bout. Disons que je pense que c'est quand même le bout à partir duquel la partie historique devient importante. C'est pour ça que ça apprend quand même pas mal de trucs. Mais voilà, c'est en fait quelque part je vais c'est un petit peu je vais plus loin que ce que j'avais fait la première fois, mais avec aussi cette idée derrière la tête d'avoir une idée claire de ce que je veux avoir comme structure de ce document, en tout cas de ce chapitre. Et pour l'instant, ça avance pas mal. Là, on a quand même encore, je sais plus combien on était, à 15 000 mots, quelque chose comme ça, ou 12 000 mots. Là, on est à moins de 10 000. 13 pages sur 24, je pense qu'on va arriver à moins de 20 pages à la fin. Donc, ça va quand même être un chapitre qui va être beaucoup plus court, et c'est pas un mal. Voilà, je pense que je vais pas tarder à arrêter le stream de ce soir. Je vous cache pas que je suis aussi un petit chouïa fatigué, et puis demain j'ai école, littéralement, parce que j'ai une formation. Faut que je regarde la bonne caméra. La bonne caméra, elle est là. Bonjour la bonne caméra. J'ai une formation le matin, du coup, il faut que je décanille de bonne heure. Donc je vais pas pouvoir rester super tard le soir. Il faut encore que je fasse. C'est plutôt synthétique, sans sacrifier les infos essentielles. Et ça a l'air quand même riche. Oui, c'est un petit peu le but. C'est vraiment le but du truc. Faut vraiment penser que je veux avoir un livre de base qui ressemble le plus possible. Tiens, je vois que ça, c'est pas. Il va falloir encore que je fasse des choses avec OBS. Pour refaire ça, tac, une formation j'arrive. C'est une formation, en fait, c'est des formations que propose le chômage à Genève. C'est des trucs qui, comment écrire un CV, comment écrire une lettre de motivation. C'est des trucs qui ont l'air super bateaux, mais dans mon cas, en fait, je me retrouve d'une certaine manière sur le marché de l'emploi à 50%, certes, mais quand même, pour la première fois depuis 25 ans. Du coup, écrire un CV, écrire une lettre de motivation, je sais faire comme on faisait il y a 25 ans. Et là, typiquement, le CV, alors j'ai déjà eu une formation sur un truc comment entretenir les réseaux, machin, bref. Mais surtout, j'ai eu une discussion avec un coach qui m'est attribué. Et déjà, rien qu'avec lui, il a regardé mon CV, il a dit non, le CV, il est dans l'absolu, il est bien, mais il faudrait changer ça, ça et ça pour que ça soit plus lisible, et puis mettre ça plutôt sur une première page et ça sur une deuxième. Donc du coup, déjà rien que ça m'a permis d'avoir dans l'idée d'avoir un CV qui soit déjà un peu plus lisible. C'est con, hein, quand t'es graphiste et que tu t'aperçois que ton CV il est pas lisible. En fait, mon CV il est très lisible, mais pas pour la façon dont les recruteurs vont y jeter un œil. C'est que fondamentalement, dans un premier temps, quand ta candidature, quand elle va arriver chez ton potentiel futur employeur,
il va poser le CV d'un côté, l'offre d'emploi de l'autre, et puis il va regarder s'il y a des correspondances. Et dès que tu as un CV, moi j'avais fait un CV en une page mais en 2 colonnes. Et donc dès que tu as un truc en 2 colonnes, du coup ça devient plus difficile à lire et tu mets une barrière entre toi et ton recruteur potentiel, ce qui n'est pas une bonne idée en fait. C'est ce genre de truc tout con, et puis aussi comment est-ce que tu organises le truc. Il y avait typiquement moi j'avais vraiment fait le CV en posant voilà, j'ai bossé pour telle compagnie, pour tel machin, je sais utiliser tel logiciel, et puis l'idée c'était aussi de reformater ça, d'avoir un truc qui est un peu plus narratif, qui dit voilà, alors j'ai travaillé pour telle compagnie, dans cette compagnie j'ai fait ça et ça, d'avoir un truc qui mette des compétences clés au début. C'était réorganiser, hiérarchiser les informations, avoir quelque chose qui soit plus accessible en fait pour les recruteurs. Donc là demain ça sera une formation sur les lettres de motivation, ce qui est le truc. Alors je suis pas persuadé que ça soit super important. À peu près tout ce que tout le monde m'a dit, c'est qu'en fait les lettres de motivation c'est un passage obligé, et ça montre un petit peu ça va pas montrer forcément, c'est pas le truc que les gens vont regarder en premier. Mais quand tu vas avoir, quand t'as une première sélection qui est faite, les gens vont regarder la lettre de motivation. Puis si la lettre de motivation, bon, déjà elle est bien écrite, s'il y a pas de faute d'orthographe, s'il y a pas, ma femme m'a raconté que elle avait vu passer des lettres de motivation qui avaient visiblement été faites par ChatGPT, et visiblement parce qu'il y avait encore des bouts de prompt qui étaient restés dedans. C'est-à-dire les gars avaient fait cracher ça par ChatGPT, et puis ChatGPT avait mis des trucs en crochet à mettre ici le nom de la compagnie, et les gars avaient juste pas changé, ils avaient juste copié-collé et ils avaient envoyé ça comme ça. Donc ce genre de choses, typiquement, ça c'est le truc qui est grave éliminatoire. Ça signifie juste que tu fais pas attention à ce que tu fais. Et voilà, la lettre de motivation, elle sert à ça, elle sert à montrer que tu fais attention, t'essaies de mettre quand même un minimum les formes, ce genre de trucs. Oui, ça c'est... Non, alors manuscrit, les lettres de motivation, je ne crois pas. Alors moi, j'en ai jamais vu. Alors à l'époque où j'avais cherché du boulot, il y a 25 ans, j'avais vaguement entendu parler que c'était, pour certains trucs, c'était le cas. C'est plus trop le cas maintenant. Après, je pense aussi que les gens se sont aperçus que la graphologie, parce que souvent c'était la raison pour laquelle c'était ça, c'était parce qu'ils passaient ça à la graphologie. La graphologie, grosso modo, c'est à peu près la même base scientifique que l'astrologie, hein, qu'on soit clair. Donc ils ont fini par un petit peu laisser tomber ça, puis bon, c'est pas non plus le genre de truc que tu veux. Je crois pas que ça a vraiment un intérêt d'avoir un truc manuscrit qui est super, tu sais écrire sur du papier, bravo, mais dans niveau professionnel, non. Alors j'en ai entendu parler, Axel, moi non plus j'en ai jamais vu, mais j'ai entendu parler que pour certaines entreprises, alors maintenant faut plus me demander lesquelles, mais je pense que c'était une sorte de mode qui était dans les cabinets RH à un moment donné où ils faisaient ce genre de truc. Mais à ma connaissance, ça a dû passer de mode il y a 20 ans. Mais oui, voilà. Donc du coup, la formation, c'est ce genre de truc. J'ai fait une formation sur comment se présenter alors comment former un réseau. C'était un petit peu aussi comment faire l'elevator pitch, quoi. Tu rencontres quelqu'un et tu vas lui expliquer en 30 secondes ce que tu fais comme boulot, et t'essayes de faire en sorte que ce soit intéressant, de pas trop rentrer dans les détails, que ça soit quand même une conversation un petit peu sympa. Voilà, ça c'est le genre de truc, avocat, notable, juriste, mais ça date. Oui, c'est bon, genre de truc, quoi. Et fondamentalement, j'avais un petit peu peur parce que j'avais entendu 2-3 histoires d'horreur des formations imposées par notamment Pôle emploi en France qui te demandaient de faire de la numérologie ou des choses comme ça. Enfin, vraiment les trucs, des espèces de cabinets vaguement sectaires qui font des trucs de développement personnel où t'es là, mais non, juste pas, quoi. C'est limite, tu dénonces Pôle emploi à mi-vilude, quoi. Ça devient absolument terrifiant. Mais non, là, visiblement, le coach que j'ai est super sympa. Une petite anecdote rigolote. On regardait mon profil LinkedIn la semaine passée. Et puis, bon, sur LinkedIn, je publie les trucs de blog, quoi.
Et surtout, et là, je venais de publier un truc d'un album qui s'appelle Atlantean Blue de Antediluvian Project. Et il me disait c'est quoi ça, puis je lui explique c'est un groupe assez expérimental qui mélange trompette jazz et métal progressif. Il dit ah mais ça a l'air génial ce truc. Donc bon, le gars avait l'air super intéressé. Et bon voilà, donc j'ai vraiment de la chance au niveau du chômage, que ce soit ma conseillère chômage qui est une fan de Marillion, ou mon conseiller, mon coach qui a l'air vraiment très pro. Puis c'est vraiment lui qui me donne les meilleurs conseils jusqu'à présent. Je trouve que je suis plutôt bien tombé et voilà, j'espère que ça va maintenant ça va me permettre aussi d'avoir un dossier qui va me permettre de percer un peu, parce que là ça commence à faire 9 mois que je suis au chômage. Ça commence à faire un petit peu plus compliqué. Et un abonné de plus. Ouais, probablement pas Radio Erdorin, mais ouais, enfin du coup maintenant je l'ai dans mes contacts LinkedIn. Je sais pas s'il va rester très longtemps, mais voilà. Là, il est bien tombé. Il est tombé juste sur un truc avec du jazz et du metal progressif. Là, si on commence à parler des mélanges black metal synthwave que j'ai eu quelques jours plus tard, c'est peut-être autre chose aussi. Voilà. Alors, donc, tout ceci pour vous dire que c'était de nouveau bien cool de faire un petit peu cette session avec vous. Et on va continuer, je pense, la semaine prochaine. Faut lui en parler. Il le sait déjà. Je lui ai déjà expliqué que je faisais des live streams, je faisais des vidéos, machin. Donc ça, il est déjà au courant. En plus, c'est sur mon CV, hein, je veux dire, c'est pas tant sur mon CV, c'est plutôt sur mon portfolio. Mais sur le CV, c'est quand même mentionné que j'ai un blog, c'est quand même mentionné que je fais des vidéos, voilà. Si je crois quand même que la chaîne vidéo, elle est sur le CV, mais clairement sur le portfolio aussi, j'ai un portfolio avec tous les trucs que j'ai fait, pas tous les trucs que j'ai fait, mais enfin des exemples de mise en page, des exemples de photos, des exemples de trucs divers et variés. Et voilà. Voilà. Bien. Du coup, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Donc pour les amateurs de Zikmu, on en reparle. Alors demain, ça sera un petit peu spécial. J'ai décidé que j'allais faire un live stream comme ça. Et encore niveau musical, je crois que j'avais un petit peu écumé un petit peu tout ce que j'avais à dire. Là, je vais parler un petit peu de la question de pognon, de monétisation, déjà de qu'est-ce que je gagne avec Radio Erdorin. Spoiler, rien. Enfin, pas grand-chose. Et puis de voir un petit peu quels sont les différents trucs de monétisation qui sont que j'envisage vaguement de faire. C'est pas encore clair, et c'est pour ça que ça serait assez cool s'il y a du monde qui pourra en discuter un petit peu, parce que quelque part les gens qui regardent Radio Erdorin ou qui me suivent sur un live stream, etc., ça vous avez peut-être envie de voir et de mettre votre point de vue sur comment les choses peuvent évoluer de ce niveau. De toute façon, la chaîne restera gratuite, ça reste un truc. Si je dois mettre des choses qui sont de monétisation par YouTube ou quoi que ce soit, ça sera vraiment le moins intrusif possible. Ça, c'est vraiment le live YouTube economy. Oui, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors, si vous êtes de passage demain soir, n'hésitez pas à venir faire coucou sur la chaîne. Même adresse, même tas de sable. Enfin, je crois que le lien est un petit peu différent, mais ça reste quand même sur la chaîne radio, sur la chaîne YouTube Stéphane Dialet. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, peut-être à demain. Et puis, sinon, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!